La psychologie de l'amour. L'instinct, la sensibilité, l'imagination. Chapitre 5. L'autothérapie. Petit 1. Le mal d'amour. Pour traiter cette question, il nous faut revenir à la ventilation esquissée au paragraphe 2 du chapitre précédent. Le primitif, dont le désir se fixe parfois avec une ombre de sentiments amoureux, simple écho d'une frénésie toute sexuelle, ressent, s'il se voit repoussé, une contrariété plus ou moins obsédante, non pas un chagrin d'amour au sens exact du terme. Nous avons vu que le semblable contrariété donne souvent lieu à une impulsive réaction. Cet état n'est cependant pas coercible pourvu que l'intéressé possède un minimum de lucidité cérébrale. Auquel cas il se discernera qu'entre deux mots, mieux vaut choisir le moindre. Céder aux impulsions qui tentent à l'entraîner à des actes inconsidérés ne peut qu'aggraver sa condition. Se dominer et agir de manière à ce que le désir se dissocie, à ce que l'objet de ce désir lui devienne bientôt aussi indifférent que la veille du jour où il le rencontra, voilà le parti auquel ses réflexions ne tarderont pas à le décider. Il escomptait une qualité de plaisir, une sorte de satisfaction qui lui sont refusées. D'autres occasions analogues, ou même préférables, se présenteront dans l'avenir, sous de meilleurs auspices. En matière d'amour physique, le superlatif se présente plus d'une fois dans l'existence d'un homme ou d'une femme. Cette fois, il s'est présenté et refusé. Le mieux est de trouver au plus vite son équilibre en vue des opportunités suivantes, dont certains seront accessibles. La carrière même des séducteurs ou séductrices réputés irrésistibles comporte une proportion d'insuccès. Le joueur habile ou habituellement chanceux perd plus d'une partie. L'amour, aux yeux bandés comme la fortune, accueille ou se détourne tour à tour. À un jeune homme qui nous laissait entrevoir une exaspération assez vive pour déterminer une tentative criminelle, nous disions récemment, si l'un de vos amis revolverissait un partenaire de jeu sous l'effet de la contrariété de se voir gagner par lui-même une somme importante, comment le jugerez-vous? Vous venez vous-même de perdre une partie, et parce que le sort a désigné un autre gagnant, vous voulez le détruire l'enjeu. Un peu de virilité sportive suffit à faire envisager sainement toute défaite. Un peu d'équité suffit à montrer quelle injustice il y a à s'en prendre à quelqu'un du fait qu'on ne lui a pas plu. Un peu de fierté suffit à nourrir la décision de s'exercer, dès le début de l'existence, à encaisser sans fléchir les adversités. Très belle phrase. Ok, un peu de sens commun et d'égotisme impose la décision de minimiser les conséquences d'une déconvenue, si cruelle soit-elle, et de surmonter les réflexes nous en suivra d'autres afflictions inséparables. Les considérations resteront sans effet. Nous l'avons dit plus haut. Pour ceux qui manquent de ce minimum de lucidité cérébrale, faute de quoi l'évidence elle-même ne se conçoit pas. Aux autres, nous conseillons, petit 1, de ramener la conception de leur mater, autrement dit, de leur mathématique, à de justes proportions, celle d'un simple échec. 2. De recourir à l'effort physique, puissant et dérivatif directement efficace dans leur cas. 3. D'associer au souvenir de leur espoir déçu l'évocation d'un futur où de multiples opportunités leur offriront, à diverses reprises, un contentement identique à celui qui s'est dérobé. Le chagrin d'amour sentimental, à cause des substructions psychiques, présente une toute autre importance dans le cas précédent. Il ne s'observe que chez les affectifs et les représentatifs de notre essai de ventilation. Par affectif pur, nous entendons les êtres chez lesquels le sensorium et le cérébrum subissent continuellement la suprématie de leur sensibilité.
Le cœur gouverne la tête et les sens. Aucune méthode, par plan et par mesure, d'autothérapie ne convient aux affectifs, puisqu'ils sont conditionnés d'une manière leur rendant impossible de subordonner leurs pensées et leur comportement à une directive réfléchie. Ils ne guérissent d'un amour que par un autre amour, ou, sous l'influence d'une emprise extérieure, nous les renvoyons au chapitre suivant. Les représentatifs, dont la pensée réfléchie, présentent la limpidité de relief et la fermeté voulue pour modifier leur état affectif, sont les seuls capables de dissocier méthodiquement l'amour dont ils souffrent. Tout ce qui va suivre les concerne exclusivement. Entre ces deux catégories, il y a bien entendu une série de types intermédiaires. Certains évoluent de l'affectif pur au représentatif prédominant. L'éducation psychique, telle que nous l'entendons, vise à l'accomplissement de cette évolution. Petit 2. Conditions d'autoréaction. La dissociation volontaire d'un état affectif nécessite deux sortes d'efforts. Le recours délibéré à une série de représentations dont l'enchaînement aboutira au retour de l'indifférence primitive et à l'adoption de comportements grâce auxquels on reprendra pleinement possession de soi-même. À la base de tout cela, une résolution s'impose. Il faut être absolument décidé à se libérer, avoir de vifs désirs de se désagréger de toute composante d'un état que les dispositions indifférentes ou hostiles de son objet rendent pénible. Enfoncé dans les interminables et douloureuses méditations qu'inflige l'amour sentimental inagréé, il arrive que, lasse de ces déchirements, l'âme éprouve de sourdes révoltes et une aspiration à la délivrance. Cette précieuse spontanéité, il s'agit de la fixer, de s'y attacher ardemment, la pensée. D'y attacher ardemment la pensée, d'y puiser de l'espoir, de la joie, et de ne plus lâcher cette boussole grâce à laquelle on ne cesse d'être égaré en pleine obscurité, puisque, grâce à son aide, on va pouvoir se mettre en marche vers l'issue du sombre tunnel, vers l'aube et la pleine clarté. À partir du moment où la perspective d'une intégrale désaffection devient attrayante, la partie est virtuellement gagnée. On peut alors s'appliquer avec plaisir à ce que les psychanalystes allemands ont appelé le transfert d'affect, c'est-à-dire à reporter ses objectifs étrangers à l'amour, le potentiel d'avidité où cet état puisait son dynamisme. Envisager successivement toutes les sources de contentement intellectuel, émotionnel et matériel qui sourient aux tendances que l'on se sait, un renouveau d'intérêt pour l'étude, pour les arts, pour tel accomplissement ou telle ambition, pour des sympathies momentanément expulsées, ou même pour des satisfactions de son second ordre, spectacle, sport, voyage, etc. Distraira bientôt, pour s'en alimenter, une certaine proportion du dynamisme jusque-là accaparé par l'amour. Aux individualités à prédominance spéculative, celles qui nous nous adressons ici, il apparaîtra que, même destinées à une issue malheureuse et en regard à ces possibles désastres, l'amour dispense toujours un enrichissement intérieur en réactionnant puissamment l'activité physique, du même fait qu'il exalte la sensibilité. Il perfectionne l'acuité cérébrale, élargit le champ des conceptions et anime, dans les profondeurs de l'inconscient, des latences qui s'épanouissent en aptitudes nouvelles. Ce torrent fertilise plus encore qu'il ne dévaste. Ceci bien envisagé, on ne manquera pas de s'en réjouir, dans l'atmosphère de ces réflexions. L'épreuve dont on sort semblera moins amère. Il s'imposera à l'esprit qu'en dernière analyse, elle comporte une valorisation.
tel que l'on ne regrettera pas de l'avoir vécu. Pour ne pas abuser d'une expression d'une forme imparfaite, nous avons, depuis la fin du chapitre 3, utilisé le mot amour indistinctement, soit à propos de l'exceptionnelle corrélativité, soit à propos du para-amour, son habituel relatif. Mais les convalescents ne devraient pas perdre de vue que seul le para-amour peut n'être pas réciproque, puisque le mot amour implique l'exacte et mutuelle correspondance des deux complexes sélectifs. L'indifférence même de l'objet relève son inadéquation au sujet, dégage le caractère incompatible des deux complexes électifs, et partant, la nécessité pour l'objet de révisiter la représentation qu'il s'est forgée de l'objet. On aime souvent en dépit des imperfections clairement discernées et des divergences évidentes de l'individualité dont l'on s'en est épris. Mais une fois acquise la certitude de n'être pas aimé, l'évocation des imperfections et des divergences n'en agit pas moins comme l'antagonisme des composantes de l'amour en voie de dissociation. L'un des états de la tendance à l'abandon de soi qui inhibe, au début, l'initiative autothérapique. C'est l'impression de déchéance inséparable de l'échec. On se sent victime, en soi d'abord, parce qu'au lieu des félicités escomptées, c'est le chagrin qui a échu. Nous l'avons montré, il y a des compensations. De plus, il faut se dire et se répéter qu'à partir du jour où l'on se résout à réagir délibérément, on détermine une décroissance certaine de l'endolorissement présent. On se sent victime vis-à-vis de l'autre, ensuite de ceux qui savent le tourment dont on souffre. C'est, à coup sûr, déprimant de se savoir considérer, commenter, regarder avec apitoiement quand ce n'est pas avec ironie, faute de cette culture psychique qui crée une fois pour toutes l'indifférence la plus absolue. Quant aux appréciations dont on peut être l'objet, qui met définitivement un terme à tout souci de l'approbation, il faut se dire qu'un prompt rétablissement, au sens où l'entendement des gymnastes équivaudra à une brillante riposte, on peut résumer tout ce qui précède en 5 mots. Je peux et je le veux. Et engager la bataille. 3. La directive essentielle. Supposons, prise la détermination, dont nous venons de montrer les voies, il suffirait d'entretenir les pensées qui l'ont dégagée, précisée, arrêtée, pour que graduellement la désaffection survienne au bout d'une période assez longue, 6 à 8 mois généralement. On réduira ce processus à quelques semaines en observant ce qui suit. Petit 1. S'ingénierer à entretenir en soi une parfaite conesthésie. L'une des composantes de la mélancolie propre à l'amour déçu réside dans la mortification substituée aux perspectives d'euphorie sensorielle inséparables de la cristallisation. Cela se conçoit d'instinct et inspire à certaines l'idée de chercher un palliatif dans la démarche, ce qui est une grosse erreur, promptement sanctionnée par de pénibles dépressions. Le bon moyen consiste à observer tout ce qui peut concourir au plus parfait bien-être interne. Tout d'abord et avant tout, organiser son repos nocturne, dormir 8 à 10 heures dans une pièce bien aérée, silencieuse. Prescription plus simple à formuler qu'à mettre à profit. Soit, mais il en convient de ne pas déclarer d'irréalisable a priori. La somniation du patient, rendu malaisé par son éréthisme psychonerveux,
se régularise d'elle-même s'il s'impose un régime très doux, particulièrement au repas du soir. Pour aider au retour du rythme normal, le recours d'un somnifère bénin n'est pas à dédaigner. Éviter l'intoxication de sources endogènes que cause l'insomnie justifie bien l'indigestion d'un hypnotique moins nocif à tout prendre qu'une nuit blanche. Le recours sera d'ailleurs temporaire. Il deviendra inutile au bout de 15 jours s'il n'a pas d'écart grave de régime, surtout dans les 10 heures précédentes le coucher. À propos du régime, tout en restant très strict le soir, il faut contenter le goût à midi, qualitativement s'entend. En se défiant de tout dépassement à mesure quantitative au-delà de laquelle, loin d'être favorisé, le bien-être interne s'éclipse devant les lourdeurs, les agitations et les altérations de la lucidité d'esprit. Cette dernière doit viser à l'optimum tout ce qui, si peu que ce soit, perturbe l'esprit. La limpidité et la souplesse de la pensée doivent être rejetées. On aidera puissamment la régulation générale d'où s'ensuit cet agrément viscéral au cérébral continu, caractéristique de la bonne anesthésie. En pratiquant la respiration intégrale et en effectuant un exercice physique attrayant sans être fatigant, l'état d'âme dans lequel on absorbe tout cela joue un rôle considérable. D'emblée, certains y voient une espèce de pensium, qu'on y voit plutôt la détente, l'absorption, et à sa principale source de la vie, de la joie intérieure, le chemin de la liberté. L'oxygénation abondante et l'exercice contribueront d'ailleurs à ramener chaque soir cette douce torpeur spontanée par laquelle l'accès au sommeil devient une sorte de volupté éthérée, de départ facile pour la région du repos, d'où l'on revient alerte et pleinement restauré. Commencer d'emblée à s'imposer des efforts disproportionnés avec un état dépressif, chose que conseille avec une légèreté olympienne la plupart des apôtres du bien respirer, serait inhabile. Il suffit, au début, de s'étendre horizontalement, la tête au niveau du corps, soit en plein air, soit au droit d'une baie largement ouverte, pour qu'automatiquement l'amplitude des mouvements respiratoires s'accentue. Ceci, 1 heure avant de dormir par exemple, diffusera à la fois le calme et de nouvelles énergies. Prudemment, lentement, négligemment même, on travaillera d'abord quelques minutes par jour, puis 5 minutes par jour, etc. La respiration, dite ondulée. Voici comment l'indique le docteur Malachowski. Vous êtes allongé à terre, les bras le long du corps. En premier temps, vous commencez l'inspiration en projetant l'abdomen en avant. Dans un deuxième temps, vous continuez l'inspiration, mais en même temps, vous rétractez l'abdomen. Dans un troisième temps, vous continuez l'inspiration qui se dilate successivement toutes les parties médianes du poumon, jusqu'à arriver au sommet. Le diaphragme est alors descendu au plus bas de l'abdomen, et le thorax peut se dilater dans tous les sens à la fois. D'une part, par le centre frénésique et abaissé, dont le diamètre vertical du thorax a augmenté. D'autre part, la contraction du diaphragme a élevé les côtes et a porté en dehors et en avant. Donc, le diamètre antéro-postérieur a également augmenté. En quatrième temps, le temps de l'expiration, ce qui se fait toute simple, toute naturelle, qu'on le rendra le plus manifeste en disant un F muet. Les effets de cette pratique sur l'hématose et consécutive sur les centres nerveux méritent largement le qualificatif de rénovateur. Quant au genre d'exercice le mieux adapté à l'état que nous cherchons à modifier, c'est, à notre avis, une longue flânerie
journalière dans une voie attrayante aux yeux et à l'esprit. Un peu plus tard, de plus sérieusement exercices physiques auront leur tour dès que le stimuli apporté par les premières mesures réactionnelles feront apparaître le besoin de mouvement, d'efforts musculaires, caractéristiques d'un bon équilibre. L'animal et un enfant sain courent, sautent et grimpent par plaisir. L'adulte, désintoxiqué et tonifié, retrouve le goût des jeux de force et d'adresse. On se souvient de la consolation du docteur Noirot. Dans la psychologie de l'amour moderne, de Bourget, ma pauvre machine nerveuse, écrit le malade après l'essai loyal de la séance journalière d'escrime, ne me permet plus le violent exercice que des muscles. Voilà comment se rebutent presque tous ceux qui viennent ou reviennent au sport. Ils ne ménagent pas la transition entre le sédentarisme délibitant et un effort qu'ils se sont rendus incapables de soutenir allègrement. Petit 2. De même que le patient prendra soin des mécanismes psychologiques, de sa machine interne, de sa manière à se sentir, selon une expression triviale, mais irremplaçable, bien à son aise dans sa peau, il s'allégera encore et s'applique à porter la plus minutieuse attention à l'esthétique de sa personne. Qu'il visite son oculiste, son dentiste ou son masseur, qu'il accorde un minutieux intérêt à la question vestimentaire, qu'il tienne son visage bien détendu, avec le souci de n'y laisser paraître aucune trace du chagrin en voie d'extinction, non seulement tout cela dérivera, préviendra les pensées obsédantes et aidera à reprendre le goût de la vie, mais comme l'attitude retentit sur les dispositions psychiques, un réel réconfort s'en suivra. Petit 3. Contenter l'émotivité en vue de pallier à l'incomplétude dont elle souffre. L'essentielle différence entre l'appétit instinctif pur et simple de l'élan amoureux consiste en ce que, dans l'amour, les moindres impressions sensorielles retentissent harmonieusement et intensément sur la sensibilité et l'imagination, ce qui crée un besoin psychique dont l'insatisfaction peut atteindre une affreuse détresse. Les intérêts y ont regard en recherchant l'émotion esthétique à divers degrés. Les lieux où la lumière, la décoration, la musique et les fleurs associent leur féerie, la vue des chefs-d'œuvre, le spectacle lyrique, les panoramas grandioses, les évocations poétiques et le dépaysement littéraire, voilà ce qui se recommande. Bien que le contraire puisse sembler indiquer, toutes ces sources de dynamisme psychologique agiront mieux si l'on y recourt seul et en silence. Ainsi, les réceptivités resteront pleinement ouvertes et s'imprégneront, se satureront sans entrave. Petit 4. Combler la vacuité de l'esprit, orienter l'activité, évertuer ses ambitions. Ces trois indications s'unissent pratiquement en une seule, l'action. Il faut se donner un but, entreprendre une réalisation aussi attrayante que possible, mais nécessitant un travail régulier, discipliné et concentré. Le choix en sera aisé à ceux qui ont leur aptitude précise, insistent à chaque tâche définie. Les autres songeront à prospérer, tout prosaïquement, et à libérer leur pensée de l'obsession en la dirigeant avec continuité. Chacun procédera à l'inventaire de ses avidités matérielles, à ses aspirations morales et de ses goûts intellectuels. De là, il en sortira des déterminations. Bien entendu, bannir toute hâte, procéder passivement, paisiblement, progressivement, éviter la fatigue et la lassitude. Petit 5. Tout ce que nous venons de conseiller a été expérimenté et mis au point à la lumière de plusieurs centaines d'observations. Le résultat en est clair: bien-être, contentement, entrain, retour de l'esprit à l'accès de perspectives agréables, diminution rapide de l'acuité des souvenirs et des regrets, à tel point qu'on s'étonne de se sentir redevenir indifférent. Mais il y a un Rubicon à franchir. On s'y décidera à tête reposée, établir un isolement sans retour entre le passé et le futur.
Nous voulons dire s'abstenir de revoir ou de chercher à revoir l'objet, fût-ce en effigie, fût-ce sous la forme détournée d'une évocation imaginative, avec ou sans l'aide de l'être ou quoi que ce soit venant de lui. Substituer à tout cela la représentation anticipée d'une autre individualité située dans un avenir prochain et que l'on ne tardera pas à préférer. On guérit de l'amour, non pas du besoin d'aimer, sous l'effet de la douleur, dans les grands sensibles se jurent que désormais ils se reprendront plus jamais. C'est de l'enfantillage. Interprétons l'hiver d'un amour comme annonciateur d'un printemps, d'un autre amour. Petit 6. Se défier des substitutions prématurées, c'est-à-dire du transfert d'affect à une tierce personne. À cause de ce besoin d'aimer, auquel nous venons de faire allusion, il y a quelques meurtris une tendance à laisser la confidence opérer un transfert. L'expérience montre le danger d'un amour conçu avant l'absolue dissociation du précédent. L'objet du second tire son charme de ses propriétés anesthésiantes, mais, à moins qu'il ne corresponde exactement au complexe électif de l'intéressé, ce qui arrive une fois sur 10 000, il s'effondre dès les premières intimités, parce qu'alors les divergences apparaissent entre le premier objet, l'élu par des tendances profondes, et le second, incompatible avec lesdites tendances. Petit 7. En considération du risque de transfert prématuré de l'affect, et aussi d'un principe classique d'épargne nerveuse, il est indiqué d'en venir le plus vite possible à la décision de ne plus parler à qui que ce soit de ce que l'on ressent. Les confidents, les consolateurs, tolérables au début de la crise aiguë, équivalent ensuite à des continuateurs de l'état pénible qu'il s'agit de faire cesser. À ces soustracteurs d'énergétisme en leur société, on se déprime par d'inutiles et d'interminables évocations ou commentaires. Au lieu de cela, tourner le dos au passé, évoluer rapidement et envisager l'avenir, comme, au cours de l'hiver, on voit venir le printemps. Grand 4. Les directives adjuvantes. Nous estimons d'une cure parfaite lorsque l'intéressé a entièrement recouvré la paix, la sérénité, l'équilibre, en un mot, ce à quoi visent les directives essentielles que l'on vient de lire, à ramener sa représentation de l'objet à son exacte vérité, a défini avec précision les incompatibilités de ce dernier avec lui. Lorsque l'essentielle partie de ce programme, la première, a été accomplie, lorsque l'indifférence initiale est revenue, les deux autres deviennent d'attrayants exercices intellectuels dont l'utilité, outre déguiser le sens psychologique, est d'éliminer de l'inconscient tous les vestiges de regrets refoulés. À l'aide de l'analyse graphologique, physionomique, et pour ceux qui intéressent l'astrologie, au thème natal de l'objet, un lucide inventaire des qualifications de celui-ci pourra s'édifier. On s'aidera aussi du souvenir, des clichés d'observation directe demeurés nets dans la mémoire. Ainsi arrivera-t-on à voir ce qu'il ou elle est en réalité, à évaluer objectivement ses agréments physiques, ses valeurs et sa sensibilité, l'envergure de son intelligence, les limites de sa sociabilité, etc. En comparant cette image vraie à celle que la cristallisation y avait superposée sous l'inspiration du complexe électif, une distance sera sentie, qui parfera la désaffection. Dès lors que les êtres à la prédominance affective subissent, absolument désarmés, les phases meurtrissantes de l'amour, et en garde qu'amertume, les représentatifs non seulement peuvent s'orienter et modifier progressivement leurs états,
mais aussi en tirer l'enseignement d'une connaissance plus profonde d'eux-mêmes et du phénomène de l'amour, un sens philosophique mieux informé et une vigueur morale plus stable. Grand 5. La libération fluidique. Dans les cas d'attraction par imprégnation, par résonance eurythmique, voir chapitre 2, paragraphes 3 et 5, la principale cause de trouble réside dans le sevrage de cette espèce de morphine irradiante qu'est le magnétisme humain. Quand il émane d'une personne dont l'organisme rayonne exactement la fréquence et la longueur d'onde par lesquelles on se trouve accordé, comme il résulte de ces résonances une euphorie hyperphysique indicible, leur suppression subsiste à celle-ci, le sentiment d'un vide incommensurable qui paraît défier tous les palliatifs. Cependant, si l'on élimine méthodiquement toutes les particules de substances éthériques, peu à peu accumulées au cours de la saturation, l'apaisement vient. Cette élimination s'opère activement par les bains prolongés, car, le fait est connu de tous les expérimentateurs, l'eau agit comme dérivatif sur toute accumulation fluidique qu'on immerge. Une masse de cire saturée d'un flux humain au point d'agir sur l'aiguille de l'appareil borde, perd toute son aimantation si l'on la plonge 1 heure dans l'eau. Autre observation. L'hydropique à qui l'on vient d'extraire, au moyen trocar, une certaine quantité de sérosité, donne également des marques de défaillance au moment où l'on s'éloigne de lui, le récipient dans lequel le liquide s'est écoulé. Le contenu de ce récipient, fortement chargé de dynamisme vital, reste en synchronisme d'échange avec le malade, tant qu'on le laisse à proximité de lui. C'est quand on l'emporte que la rupture est sentie. D'ailleurs, l'effet lénifiant des grands bains tièdes s'explique en partie par le retrait d'un flux vital qu'il opère. Pratiquement, tout se passe comme si de longues immersions, suivies de bains de soleil ou de lumière bleue afin de compenser la dispersion de force qu'elles entraînent, déstabiliserait rapidement l'action d'un magnétisme humain quel qu'il soit. L'électrothérapie donne également de bons résultats, notamment la haute fréquence des dispositifs ont été suffisamment vulgarisés pour que chacun puisse en procurer un et s'en servir. Les appareils à l'usage public sont généralement livrés avec une électrode métallique d'auto-induction que nous conseillons de tenir préférablement de la main gauche, le côté gauche étant selon Baraduc et Reichenbach et d'autres, absorbant, par rapport au côté droit considérant comme rayonnant. Chapitre 6. Enfin non, pas chapitre 6. Grand 6. Libération psychique. L'emprise, voire chapitre 2, paragraphe 4, très différente de l'imprégnation magnétique, puisqu'elle opère non pas par résonance, mais par assujettissement, reste extrêmement rare, pour qu'elle ait lieu. Deux conditions. Qu'une étrange coïncidence réunit parfois sont nécessaires. Petit 1. Une vigueur psychique exaltée du côté de l'agent. Petit 2. Une insigne débilité du côté du patient. Une mentalité de seigneur féodal, disons-nous, dans l'influence à distance, s'improvise toujours des serfs, réciproquement d'une âme serve aimante, immanquablement son licol. Eh bien, il n'en est pas de débile qui ne puisse réagir. Dès l'instant où il ressent une vive aversion pour le sevrage perpétuel à quoi le voue son inconsistance, comment, en se conformant aux prescriptions d'un bon manuel de développement de la volonté, c'est-à-dire en s'imposant une série coordonnée d'efforts, grâce auxquels sera conquise cette absolue maîtrise de soi, cette indépendance intérieure et cette densité morale contre quoi les influences extérieures viennent se heurter comme de vagues rocs.
Nous ne saurions, en quelques pages, résumer l'enseignement de rééducatif nécessaire à l'instauration de l'influençabilité. Nous ne bornerons à indiquer les efforts initiaux auxquels doivent avoir recours tous ceux, toutes celles qui croient subir quelqu'un. A. Isolez-vous le plus possible, mais au minimum 2 heures par jour. Utilisez ces 2 heures à vous préciser au besoin, en les formulant par écrit verbalement, vos habilités, vos aspirations, vos électivités en matière d'amour. Représentez-vous bien le type individuel qui vous conviendrait, afin de mieux vous rendre compte, par comparaison, jusqu'à quel point l'être dont vous subissez l'emprise diffère de votre idéal. Cet exercice spirituel diminuera automatiquement votre sensibilité à l'influence de l'agent. B. Surveillez afin de constamment substituer à vos expressions attitudes, paroles et comportements spontanés une expression uniformément impassible, une attitude paisible et froide, des paroles délibérément choisies en vue de vous composer le verbe le plus concis et le plus calme qui soit, afin des manières neutres, sans empressement ni hostilité, mais empreintes d'une correction distante. Petit c. Cultivez intérieurement une indifférence systématique pour tout ce qui touche la personnalité à l'emprise de qui vous voulez vous soustraire. Ces 3 séries de mesures sont, entre autres effets, celui de modifier les dispositions de l'agent, lequel ne tarde pas à céder et à cesser et de s'acharner, à se déconcerter et à s'éloigner. Ceux ou celles qui pénètrent le genre d'emprise en question ne se rendent, pour ainsi dire, jamais compte de ces exacts mécanismes. Pourvus d'une mentalité impérieuse, dominatrice et despotique, ils sont généralement trop peu psychologues pour se demander par quel processus astreindre à une proportion élevée de ceux avec qui ils entrent en rapport. Toute résistance les irrite, exactement comme un refus exaspère un enfant dont les caprices reçoivent la plupart du temps satisfaction. Mais la résistance, après l'irritation, crée une dépression proportionnelle qui désorganise celui ou celle qui se la voit opposer, et effondre son potentiel de domination. Ce n'est pas ce qu'il se passe si l'on opère les 3 séries de prescriptions exposées plus haut. L'agent auquel on oppose une calme et impétuable attitude se trouve bientôt en pleine inhibition. Il ne manque pas de cas d'emprise imaginaire. L'interprétation erronée de certaines réactions internes peut donner à la conviction qu'elles sont dues à des manœuvres télépsychiques. Ceci peut aller jusqu'au délire. Nous avons entendu de pauvres gens nous déclarer qu'on agissait sur eux par la TSF. Je sais pas ce que c'est. C'est la télégraphie sans fil. En d'autres temps, ils auraient accusé le diable ou quelques adeptes supposés de la sorcellerie. Il y a aussi les impressionnables, ceux qui s'autosuggestionnent. Quelqu'un les a troublés sans ailleurs réussir à en faire agréer. Il y a donc eu un attrait et une aversion, c'est-à-dire conflit subconscient. Pour peu que l'inégré ait manifesté son dépit avec une certaine vivacité, le souvenir des quelques paroles excessives qu'il a pu prononcer s'associe dans l'inconscient avec celui du trouble, et cela forme un complexe fertile en malaise obsédant, en rumination exagérée, en monomanie de persécution. La véritable emprise ne revêt jamais ses caractères psychopathiques. Ces 2 faits, les plus typiques que nous avons constatés dans ce sens, intéresseraient l'un et l'autre un sujet débile, mais parfaitement équilibré. D'abord, une jeune fille qui se sentait nettement dominée par l'homme que ses parents lui conseillaient d'épouser,
tout en se rendant compte qu'il ne convenait pas à aucun point de vue. Quand il est là, disait-elle, je suis comme obligée de parler et de me comporter dans le sens de ce qu'il désire. Ensuite, un jeune artiste, en pleine liaison avec une femme, de qui, dès le premier moment, il avait toujours cherché à s'écarter de ce qui l'enchantait en rien. Et qui ne l'enchantait en rien. Ceux qui analysent ainsi lucidement leur état arrivent vite à s'en libérer en s'inspirant des directives que nous avons proposées. Il n'en est malheureusement pas de même pour les autres. Petit 7, grand 7, pardon, la rééducation des exclus. La plupart des exclus, chapitre 4, paragraphe 7, sont également des inaptes, chapitre 3, paragraphe 1. Pour cela, tout se passe sans doute, sans lueur, sans douleur. Attendez, ouais, tout se passe sans douleur. Du côté des hommes, l'inapte exclu, qui par définition se trouve à la fois incapable de ressentir l'amour et de l'inspirer, ne pâtit que s'il manque, aux heures importunes, d'un remedium concupiscence. Cela s'obtient, en général, assez aisément. Et puis, il y a le mariage. Du côté féminin, les données du problème diffèrent. Alors que l'homme inapte aux spécifications sentimentales ou passionnelles de l'amour subit encore, du fait des besoins fonctionnels, une puissante inclinaison vers la personne féminine, la plupart des femmes, même parmi les ardentes d'animisme, ne connaissent ni le désir physique, précisément localisé, ni le spasme voluptueux, leur chair n'a point d'élan vers la chair. Les littérateurs, les artistes illusionnistes, nous contesteront sans doute cette affirmation, non point les neurologues, les psychologistes et les cliniciens. Mais frigide ou non, la femme recèle normalement de virtualité affective, pas nécessairement affectueuse ou tendre, qui nécessite son primordial dans la vie, sinon dans la pensée d'un homme. Nous considérons donc comme une affligée l'exclue, fût-elle inapte à tout fait exempt d'habilité génésique. Hommage, prévenance, sollicitation, prise en considération, tout cela, le manque absolu, lui serait aussi pénible qu'à d'autres le manque d'amour. À propos des exclus masculins, M. Bourget, dont la gravité s'atténue parfois d'une pointe d'humour, a jadis publié une statistique dont le ressort des hommes conditionnés de manière à déterminer l'amour sont particulièrement nombreux dans certaines professions et particulièrement rares ailleurs. Voici les chiffres donnés par M. Bourget. Les magistrats, juges, procureurs et notaires, 5 sur 100. Les médecins, 10 sur 100. Universitaires, maîtres d'études, 25, 5. Officiers, capitaines, 75 sur 100. Les peintres, 80 sur 100. Les sculpteurs, 50 sur 100. Les musiciens, 25 sur 100. Les banquiers, 2 sur 100. Chef d'État et roi et président, 1 sur 10 000. Ok, c'est rigolo. Ces chiffres tendent à prouver, dit l'auteur, que l'homme est d'autant plus aimé qu'il est moins haut dans la société. Mais le psychologiste paraît ici n'avoir pas cru devoir isoler l'amour du para-amour. De ce dernier, nous distinguerons personnellement 7 sortes principales, dont l'amour-passion. Quant à cet état psychique, le seul qu'envisage qu'envisage d'ailleurs son célèbre ouvrage, la statistique de M. Bourget la plus vraie. Considérons la question sous un angle sensiblement différent. Nous l'avons observé, dans un capot 6000 de para-amour, l'aptitude chez 85% des hommes à inspirer éventuellement l'une ou l'autre des 7 sortes de para-amour, donc environ 75% exclus, parmi lesquels 65% se soucient bien plutôt d'assouvissement psychologique que de complémentarisme psychique, soit 10% d'exclus qui souffrent
qui souffrent de l'être. On attribue volontiers l'exclusion à une insuffisance d'attrait, d'agrément psychique, et de nihilabilité ou de volatilité. Pour les 65% d'insoucieux de notre classification, nous la déclarons simplement due à leur propre indifférence. Le principe causal de toute aimantation se manifeste par un appel intérieur, presque toujours inconscient, mais intense et continu. Quant aux 10% d'exclus qui souffrent de l'être, leur incomplétude même témoigne d'une sensibilité avide, donc aimantante. Ils ne sont pas aussi débiles ou subtils à prédominance représentative, dont la qualité d'irradiation affecte peut-être une femme sur 10 000 et effleure à peine les autres. L'immense majorité, uniquement réceptive à l'effluve commun, moins éthéré mais plus chaleureux et grisant. Pratiquement, le débile peut toujours se fortifier, favoriser en lui même l'activation du foyer vital. La coexistence d'un vigoureux vitalisme et d'un psychisme qualitatif assure à celui-ci la disponibilité d'un potentiel de cette influence, de ce magnétisme dans lequel nous voyons des éléments de charme personnel. Parce qu'il ne reçoit pas du commun des femmes l'espèce d'accueil départi de l'homme généralement attractif, l'exclu se croit, à tort, fatalement, et jamais voué à l'indifférence. Il s'en afflige et s'isole, alors que, justement parce qu'il n'a pas reçu son don de plaire à un pourcentage élevé de personnes, il devrait viser à multiplier ses chances en circulant beaucoup de manière à rencontrer le plus grand nombre possible de femmes. L'homme, généralement attractif, semble d'ailleurs plus favorisé quant à la diversité que à la quantité. Quant à la qualité. De même, la femme attractive est toujours et partout immédiatement remarquée. Il inspire profondément d'amour à ceux qui l'inspirent rarement. L'exclu ou l'exclu ne sont qu'en apparence, et à cause des circonstances qui les confinent, à type d'exceptionnel, c'est un être d'exceptionnel qui peut être aimé. C'est d'un être exceptionnel qui peuvent être aimés.